Chers amis de l'économie, bonjour, merci d'être fidèles à Périscope pour les devoirs de vacances. Nous sommes au cœur de l'été et nous nous posons un certain nombre de questions théoriques. Aujourd'hui, commentaire d'une formule qu'on étudie à l'école et à l'université qui dit le marché autant que possible, l'État autant que nécessaire. Donc dans ce Périscope d'été, nous nous interrogeons sur cette formule, comment construire au fond, la société idéale, une société économique et sociale, qui serait une société de création de richesse, dans laquelle le marché jouerait son rôle, mais une société équilibrée dans laquelle l'État pourrait orienter, pourrait réguler. Le marché produit des richesses, de l'innovation, des emplois, donc il est absolument essentiel et utile, mais en même temps, il est assez excluant. Il y a des gens qui sont à l'extérieur du marché. L'État, lui, redistribue, il partage, il a aussi la charge des services non marchands, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que ces services n'aient pas de prix. Alors, y a-t-il dans le monde quelque chose qui ressemblerait à cette société idéale dans laquelle l'État, le marché seraient en harmonie? Nous allons nous poser la question avec mon invité, ancien professeur d'économie, Pierre Robert. Vous allez nous parler d'abord de votre ouvrage, mais moi, je vous invite à regarder la couverture de 2 livres qui disent des choses complètement différentes sur le sujet qui est le nôtre aujourd'hui. Premier ouvrage que j'ai choisi de vous montrer, vous le connaissez bien sûr, c'est mon confrère de TF1, François Langlais. Tout va basculer. Qu'est-ce qu'il dit, François? Il dit qu'en réalité, il y a une demande d'État des citoyens aujourd'hui, qu'il y a une forme d'échec du libéralisme et que les citoyens appellent l'État au secours pour tout. Pour l'aide sociale, dans le domaine de la sécurité, dans des domaines d'ailleurs qui sont extérieurs à l'économie. Et puis il y a un deuxième ouvrage, le contrepoint, d'une certaine façon, c'est l'échec de l'État. Jean-Philippe Delsol, Nicolas Lecossin, pour une société du libre choix. Ils disent, ben voilà, l'État a voulu être gérant, il a même voulu être régulateur, mais il a échoué et il faut rendre aux parents la liberté de choisir l'école de leurs enfants, limiter l'intervention de l'Union européenne, mais en même temps, parce que vous allez voir que l'État n'est jamais très loin, renforcer l'État dans ses fonctions régaliennes de protection. Au fond, donc, Pierre Robert, la formule que j'ai trouvée aujourd'hui, ça va parler à l'ancien professeur d'économie que vous êtes, et toujours passionné de la question, c'est quand la main invisible du marché rencontre la main visible de l'État. Comment d'abord vous abordez cette question? Est-ce qu'on l'évoque dans les programmes scolaires? Oui, bonjour Pascal Perry. Oui, cette question, bien sûr, est évoquée dans les programmes scolaires, notamment en classe préparatoire. Il me semble qu'aujourd'hui, cette relation entre la main invisible du marché et la main, à mon sens, très visible de l'État... Vous pensez trop visible quand vous dites ça? Ou trop visible de l'État, se pose en termes d'opposition plus que de complémentarité. On a atteint un point où on a le sentiment que les relations État et marché sont quand même très conflictuelles, avec cette tendance de l'État à vouloir un peu tout réguler, tout réglementer. Mais peut-être parfois aussi à la demande de l'opinion publique, non? Il y a une forte pression, il y a une forte demande de protection de l'opinion publique qui pousse les hommes politiques à faire des promesses qui vont dans ce sens. Et l'État agit pour tenter de remédier aux défaillances du marché, à ses défauts. Mais ce faisant, bien souvent, lui-même fait preuve de défaillance. Et celles-là, on les ignore. On va le voir parce qu'il intervient souvent dans des dossiers industriels. Puis il faut rappeler qu'en France, l'État, il est encore actionnaire de très grandes entreprises qui sont des entreprises du marché. On évoquera le dossier Renault. Renault, ça a été le feuilleton quand même du printemps de cette année 2019. On pourrait évoquer aussi EDF. L'État est un actionnaire de référence d'EDF, alors que EDF, c'est une entreprise du marché comme les autres. Le marché, il est concurrentiel. Vous avez, pour la rentrée, ce petit bouquin qu'il faut absolument se procurer, Fâché comme un Français avec l'économie. Qu'est-ce qu'on y trouve dedans? Et pourquoi vous avez choisi d'écrire cet ouvrage? Je suis parti d'un constat. Ce constat selon lequel les Français ont quand même une relation très curieuse avec l'économie. Les Français ont la tête politique et ils n'aiment pas beaucoup l'économie. Ils s'y intéressent, mais ils ne l'aiment guère et bien souvent font preuve d'une certaine méconnaissance
c'est un peu une science sinistre, parce que l'économie, c'est un rappel des limites. C'est une science. Oui, c'est vrai que c'est une science sinistre. Enfin, ça peut être vu comme ça. Oui, qui marque évidemment des limites. Il y a des choses possibles et des choses. C'est pas le monde du rêve, pour dire les choses autrement. Son point de départ, c'est la rareté. Ouais. La rareté du monde dans lequel on vit. Ouais. Donc, inévitablement, ça va s'opposer à tous les projets utopiques que les hommes politiques aiment bien mettre en avant. Donc, c'est une science qui n'est pas très aimée, qui n'est peut-être pas suffisamment bien enseignée. Elle est même parfois conspuée. L'économie de marché est présentée par certains comme une véritable fabrique du diable. Voilà, je suis parti de là, de ce constat, et dans le livre, est-ce qu'il y a des solutions ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ce sera difficile de changer les Français. Il faut peut-être changer les livres d'économie. C'est un travail de longue haleine, non ? Ce qu'on peut essayer de changer par un travail patient, ce sont les représentations que les Français se font de l'économie. Mais ça passe par l'éducation ? Et ça passe par l'éducation à tous les niveaux. Au lycée, à l'université, dans les grandes écoles, même peut-être auprès des hommes politiques, qui souvent n'ont pas une formation économique très, très, très solide. Ce qui permet parfois de dire un peu n'importe quoi, et d'inciter le public à avaler des couleuvres, un peu n'importe quoi. Bon, je retiens l'expression « cette science marque les limites » parce qu'elle est tout à fait juste. Alors, je vais vous proposer d'écouter ce premier élément que j'ai retenu. C'était, il y a quelques semaines, le discours de politique générale du Premier ministre. C'était son deuxième. Édouard Philippe, discours de politique générale devant les parlementaires. Et il a quelques phrases qui concernent le débat que nous avons aujourd'hui. Il en appelle, écoutez-le bien, à l'État stratège. L'État qui devrait raisonner en stratège pour le long terme est trop souvent, nous le savons tous, englué dans le court terme, dans la gestion politique à 6 mois. Alors que des entreprises, des collectivités territoriales déploient des plans d'action à 10 ans, investissent, motivent leurs collaborateurs, cherchent, découvrent. Il faut, comme le Président nous y a invités, tracer une perspective collective de long terme pour notre pays, donner de la visibilité à chacun sur les objectifs de la nation à l'horizon au moins 2025. Bon, oui, on se regardait l'un et l'autre en l'écoutant. Tout ça est très ambitieux. Qu'est-ce que ce serait qu'un bon État stratège ? C'est une question évidemment un peu difficile. Ce serait un État qui aurait une vision, qui produirait les bonnes incitations. Les incitations pour aller dans le sens de plus d'innovation, plus de créativité, un État qui arriverait à se désengluer de cette prolifération de normes en tout genre, qui étouffe l'initiative et qui protège le statu quo. Oui, d'ailleurs, il avait utilisé au cours de cette déclaration de politique générale, le Premier ministre avait utilisé l'expression statu quo. Il faut casser le statu quo. Mais on voit bien qu'il y a quand même là un certain nombre d'injonctions paradoxales. D'un côté, l'État, c'est le politique. D'abord, il y a une confusion, on va en parler après. Il y a l'État, il y a l'administration, et il y a ceux qui sont élus. C'est pas tout à fait, s'il y a des cercles concentriques, c'est pas tout à fait les mêmes personnes. Mais il y a d'un côté, puisqu'il y a des élus, des électeurs qui réclament de la protection. De l'autre côté, le marché qui, de temps en temps, comme vous le dites, aurait besoin de mettre le pied dans l'inconnu, peut-être de prendre quelques risques. Et comme le besoin de protection ou la demande de protection est très forte, l'État appuie sur le frein. Je vais même dire qu'il a souvent les deux pieds sur le frein. Oui, c'est une question d'équilibre à trouver, évidemment. C'est très difficile. La tâche des hommes politiques est redoutable. Néanmoins, si on arrivait à desserrer un petit peu cette emprise de l'État sur la société, une emprise qui étouffe souvent les initiatives, ce serait formidable. Bon, un État stratège, ce serait un État qui aurait une vision et des projets, et pas un État qui, de façon tatillonne, cherche à tout réglementer et à tout normer. Ou un État qui aurait une vision qui ne serait pas trop réactif, parce qu'il y a beaucoup d'émotions souvent. On va évoquer les dossiers industriels. On voit les ministres devant les caméras de télévision, dans les entreprises qui sont menacées de fermeture. Ça, c'est de la réaction. C'est pas de la vision. Alors, il y a eu pourtant en France, et je voulais qu'on revienne sur ces épisodes, au cours du XXe siècle, des périodes de planification. Qu'est-ce que c'est exactement que la planification ? C'est un procédé par lequel l'État planifie le développement, la croissance d'un certain nombre de secteurs. C'était pertinent au XXe siècle. Est-ce que ça le reste aujourd'hui ?
C'était très pertinent au moment de la reconstruction. Ouais. C'était très pertinent pendant les années 60, jusqu'à la fin quasiment des 30 Glorieuses. L'État fixait un cadre, fixait des objectifs. C'était une planification indicative qui a eu de grands mérites. Simplement, Lesquels, par exemple? Le mérite de stabiliser les anticipations des entreprises, de leur fixer un horizon, de leur garantir que lorsque l'État s'engageait dans une action, il allait y mettre les moyens et suivre ses engagements. Ça fixait un cap. Et à ce moment-là, l'État, d'une certaine façon, était stratège. Il était interventionniste, parce que la situation le commandait. On sortait d'une guerre terrible, l'économie française était dans un état absolument catastrophique, et ce rôle, le rôle dont l'État s'est investi, s'est chargé, était absolument essentiel. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce rôle d'orientation, de planification, au fond, il est moins pertinent? Parce que le monde a changé. À l'époque, l'économie française était centrée sur elle-même. Le centre de gravité était national. L'économie était encore relativement fermée. Donc la souveraineté économique et monétaire de l'État pouvait s'exercer pleinement. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. En plus, c'est une question de degré. J'ai juste peut-être deux chiffres à rappeler. En 1973, à la fin de cette période de prospérité, le taux des prélèvements obligatoires s'élevait à 30%. Le rapport... Oui. Alors qu'aujourd'hui, c'est 45-46%. À l'époque, le ratio dépenses publiques sur produit intérieur brut, c'était 35%. Aujourd'hui, 57%. Donc il y a une sorte de fuite en avant. Et ce cumul de déficits qu'on a eu non-stop depuis 1974 n'a réglé aucun problème. Si ça n'avait pas permis de relancer la croissance et l'emploi, on le saurait. Donc l'État n'a pas changé ses modalités d'intervention, ses modalités d'action par rapport à cette période, et ces méthodes ne conviennent plus. Mais est-ce que ça veut dire, le glissement que vous évoquez, le glissement de la dépense publique sur PIB, est-ce que ça veut dire que l'État s'est endetté à la place des autres agents économiques, les ménages et les entreprises, qu'il est sorti de son rôle d'une certaine façon? Il me semble qu'il est sorti de son rôle. Maintenant, les entreprises sont quand même lourdement endettées également, donc l'État ne s'est pas substitué à elles. Quant aux particuliers, leur dette est également assez considérable, ne serait-ce que pour acquérir des logements aujourd'hui. Mais là, l'État, d'ailleurs, est-il responsable? Oui, on peut dire d'une certaine façon qu'il a un rôle. Prenez des dispositifs qui existent, comme le blocage des loyers. Alors, il y a d'abord la bonne intention de départ qui est de dire, voilà, dans les zones tendues, dans les grandes villes, les loyers sont trop élevés. L'État va prendre une mesure qui est une mesure de blocage, une espèce de plafond de verre, vous ne pouvez pas dépasser tel niveau. Ça a évidemment un effet, mais ça peut aussi avoir des effets d'éviction, des conséquences négatives, des externalités négatives. C'est-à-dire qu'au fond, les propriétaires ne mettent plus leurs biens en location, tout simplement, et donc ça rationne le marché. On voit là l'exemple d'une mesure qui est inspirée plutôt par le bon sens. On se dit... oui, c'est la bonne mesure à prendre. Et puis, dans son application, et la politique, c'est quand même l'art de l'exécution, dans son application, ça ne marche pas. Mais la plupart des mesures préconisées par les administrations partent de bons sentiments, ont de très bonnes intentions. Simplement, il y a des effets pervers. Là, vous citez le cas du blocage des loyers. Si vous bloquez les loyers, vous faites chuter la rentabilité de l'investissement locatif. Donc, les particuliers seront beaucoup moins incités à investir dans ce domaine, et vous allez raréfier l'offre face à une demande qui, elle, continue à grimper. Alors, il y a aussi une confusion entre État et administration. L'administration, c'est le bras armé de l'État. On sait qu'en France, l'État précède la nation. C'est l'État qui fabrique la nation, en réalité. On a hérité de cette très longue tradition. Est-ce que, quand on fait le procès des politiques, des hommes politiques, on ne passe pas un peu à côté de la cible? Est-ce que c'est eux qui sont vraiment responsables de cette omnipotence de l'État? C'est vrai qu'il est surreprésenté quand même en France. Est-ce qu'on ne confond pas les élus politiques et l'administration? Jean-François Revel disait, je crois, j'aime bien cette formule, que la France était suradministrée et sous-gouvernée. Et là, je pense qu'est le dilemme. Bien sûr, vous avez raison de rappeler que c'est un ensemble.
les hommes politiques, pour se démarquer de leurs concurrents sur le marché politique, font beaucoup de promesses. Et ensuite, on demande à l'administration de les mettre en musique et de s'en occuper. Quand elle peut le faire, quand les lois sont applicables. Quand elles sont applicables et quand elle a envie de les appliquer, parce que bien souvent, la bureaucratie a sa propre logique, qui n'est pas toujours celle des politiques. Bon, il y a une formule bien connue, hein, on sait que les gouvernements passent, mais que l'administration reste. Oui, c'est vrai. Alors, on va s'orienter vers un autre secteur, c'est le monde du travail. Dans les débats publics que nous avons aujourd'hui, il y a la place de l'emploi, le rôle que l'État pourrait jouer. On a même d'ailleurs dans le champ politique des responsables qui nous disent qu'il faudrait interdire les licenciements. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'État interdise, que les parlementaires votent une loi pour interdire les licenciements. Alors, je vais prendre l'exemple des contrats courts. Pourquoi ? Parce que le marché en a besoin. C'est exactement ce que vous décriviez tout à l'heure. La société a changé. Nos usages aussi personnels de consommateurs ont changé. L'État veut encadrer ces changements. C'est un peu la version de l'État gendarme. Alors, derrière tout ceci, il y a aussi la question de l'équilibre des comptes sociaux qui est en cause. Vous allez le voir avec les contrats courts et ce reportage de Valentin Depré. Pour François, c'est devenu une habitude. Chaque fois qu'il travaille pour ce traiteur, ce maître d'hôtel signe un CDD de 6 heures seulement. Ce mois-ci, il en a déjà conclu une dizaine, un système auquel il s'est habitué. Je peux gérer moi-même mon emploi du temps, qui me permet de mieux gérer ma vie de famille aussi. Mais à tout moment, on peut nous dire qu'on n'a plus besoin de nous. Donc forcément, ça peut être quelque chose de précaire. Précaire, mais pour cette PME, ces contrats courts sont indispensables. Car pour certaines réceptions, elle doit doubler ses effectifs. Le mois de juin, le mois de décembre sont des activités très chargées où on fait appel à ces contrats. Mais certains mois sont très faibles, voire inexistants, type le mois d'août. Nous n'avons pas la possibilité de les employer. Multiplier les CDD, c'est pourtant ce que ne souhaite plus voir le gouvernement. Car ces salariés ont le droit au chômage entre chaque contrat, cela coûte 8 milliards d'euros par an à l'État. Il planche donc sur un système de bonus-malus. En clair, sur chaque salaire, une entreprise paye 4% de cotisation chômage. Cela pourrait baisser à 0,75% si elle diminue le nombre de CDD, mais passer à 7% si elle en abuse. Une perspective qui n'enchante pas cet hôtelier parisien. Avec l'arrivée de l'été, il s'apprête à multiplier les contrats courts dans son établissement, comme ici à la réception. Attention, au mois de juillet, vous allez commencer là. Hein. Oui. Mais avec le malus, ce patron redoute de ne plus pouvoir embaucher autant de CDD. Déjà, CDD nous coûte cher. Déjà. Et en plus, si l'État va ajouter une taxe sur une autre taxe, on sera pénalisé 2 fois. Et ça, c'est trop. On ne peut pas supporter. Si le bonus-malus se concrétise, le directeur prévient, il n'aura pas d'autre choix que d'augmenter ses prix. Voilà, là on rentre dans un sujet qui est passionnant, qui est celui des incitations. En fait, l'État est plus efficace quand il utilise des incitations que quand il utilise de la contrainte. Parce que là, on le voit bien, les métiers de restauration, les métiers de bouche, les métiers événementiels, enfin, toutes ces activités de service qui se développent aujourd'hui mobilisent aussi des contrats courts. On peut prendre toutes les dispositions qu'on veut, on peut faire voter toutes les lois qu'on veut, ça ne changera pas la nature du travail. Et on voit là, finalement, que l'État gendarme, il n'est pas nécessairement très pertinent. Oui, dans le cas des activités saisonnières, il est évident qu'il faut de la souplesse. Bon, maintenant, il y a pu y avoir des abus. Bon, essayer de faire en sorte que ces abus disparaissent, c'est tout à fait légitime. Mais étouffer certaines activités essentielles à notre pays, qui a une vocation touristique, etc., ça peut être tout à fait catastrophique. Mais en contrepoint, là aussi, parce qu'on cherche toujours, aujourd'hui en tout cas, à instruire à charge et à décharge, si je puis dire, il y a aussi la situation des comptes sociaux. C'est rappelé par Valentin Depré dans ce reportage. Les contrats courts, c'est 8 milliards d'euros par an de charges pour l'UNEDIC. L'UNEDIC, c'est 35 milliards d'euros de dettes aujourd'hui qu'il faudra bien payer un jour ou un autre. Donc il y a aussi les incitations d'un côté, mais la contrainte de bonne gestion de l'autre. Et c'est donc le réglage du curseur, là, qui est compliqué. Il est délicat. D'autant plus que l'UNEDIC, c'est pas l'État. Non, c'est les partenaires sociaux. Mais c'est quand même des comptes publics. Enfin, je veux dire, c'est l'argent qui appartient à tout le monde. Mais les partenaires sociaux n'ayant pas réussi à s'entendre,
l'État intervient par des mesures un peu, peut-être un peu contraignantes. Moi, je ne veux pas donner un jugement, un jugement de valeur on n'est pas là pour là-dessus. ça. Mais il est certain que là, il y a une difficulté, qu'un recours abusif au contrat court n'est pas non plus très bon pour l'économie et génère des coûts. Mérite d'être encadré. Alors, il y a quelques dossiers industriels dans l'actualité de cette année 2018-2019 qui ont, non pas défrayé la chronique, mais en tout cas attiré l'attention. Vous vous rappelez bien sûr du dossier Ascoval. Ascoval, c'est cette entreprise qui a d'abord été reprise par un Belge, Altifort, qui a fait défaut, et puis reprise ensuite par British Steel, une entreprise gérée par des Français d'ailleurs, dans un portefeuille d'entreprises installées à Londres, des difficultés de reprise. On a vu le ministre au chevet de l'entreprise disant, assurant, monsieur le maire, après tout c'est peut-être son rôle, vous allez me donner votre avis, disant on va tout faire pour que ça se passe bien. Il y a un deuxième dossier dans lequel, à mon avis, l'État a fait preuve de cécité, c'est le dossier Alstom. Pourquoi ? Parce qu'au fond, c'est quand même l'État qui a cédé ou accepté la cession d'une partie de cette activité à General Electric. Ceux qui ont fait une bonne affaire, c'est plutôt ceux qui ont vendu. Ceux qui ont racheté n'ont pas fait nécessairement une bonne affaire. Mais là encore, c'est là où je ne comprends pas toujours, si vous voulez, les stratégies publiques. On sait depuis 10 ou 15 ans qu'on change de modèle énergétique, que l'énergie carbonée a peu d'avenir et qu'on s'oriente vers les énergies renouvelables. Pourquoi avoir développé une activité de turbine à gaz ? Et pourquoi s'étonner aujourd'hui que cette activité soit en difficulté ? Que peut faire l'État là, dans ce domaine, si ce n'est gesticuler ? Voilà, je reviens sur le cas Ascoval. Tout à l'heure, on évoquait cet État stratège qui devrait avoir une vision. On est aux antipodes de cela, avec le cas Ascoval. L'État, pris dans une actualité politique lourde, réagit comme il peut le faire, un peu dans l'instant, en protégeant les emplois existants. Évidemment, il aurait fallu... Un stratège, ça prépare les décisions longtemps à l'avance. Et ça permet d'éviter de se retrouver coincé, comme ça, comme a pu l'être monsieur le maire. Quant à Alstom, ce que vous avez dit me rappelle encore une histoire antérieure. En 2016, l'usine d'Alfort est menacée de fermeture. Et l'État, dans la précipitation, commande des rames de TGV, dont la SNCF ne veut pas, dit qu'elle n'en a pas besoin, et qui ont vocation à rouler sur des lignes normales. Et non pas sur des lignes à grande vitesse. Donc là, on voit aussi que le manque de vision, le manque de prospective peut avoir des conséquences absolument redoutables et déboucher sur le gaspillage de l'argent public. Merci beaucoup Pierre Robert. Quel est le livre que vous recommanderiez cet été ? Qu'est-ce qu'il faut emmener, qu'est-ce qu'il faut avoir à côté de soi, à la plage, à la montagne, à la campagne ou simplement chez soi ? En lien avec le thème d'aujourd'hui, la main invisible du marché et la main de l'État, il serait très utile, je pense, de lire le livre d'Olivier Babot, qui a pour titre « L'horreur politique ». Ce livre permet de découvrir de manière très simple, dans un langage très clair, toutes ces théories développées notamment aux États-Unis sur les défaillances de l'État. Certes, le marché peut être défaillant, mais l'État peut l'être peut-être encore plus. Voilà. Bon. Eh bien, voilà, Olivier Babot, l'horreur politique. Merci Pierre Robert. Depuis